Salut à tous, bienvenue sur Tetero. Aujourd'hui, on va parler de Bugatti. Bugatti, c'est une marque française qui rayonne actuellement à l'international. Directement en France, quand on dit marque automobile, on va penser à Renault, ou Peugeot, ou Citroën, mais pas Bugatti en premier. Parce que Peugeot, Renault, Citroën, c'est des voitures que tu peux acheter tous les jours. Bugatti, tu t'achètes pas une Bugatti tous les jours. Quand tu dis j'ai une Bugatti, ça instaure immédiatement un statut social net carré. On sait que tu es riche, que tu connais un bagnole ou pas. On verra sur les bords qu'il y a des gens qui s'y connaissent pas du tout en voiture et qui achètent des voitures. Ça, on verra ça. Tout ça dans la vidéo. D'ailleurs, c'est parti. Bugatti Automobile est un constructeur d'automobiles hypersportifs de grand luxe français. Bon, ça c'est la première phrase de la page Wikipédia, donc on s'en fout. Dans l'automobile, il y aura toujours des petits génies de la mécanique qui révolutionneront le monde automobile. Les Italiens, ils ont Enzo Ferrari. Les Allemands, ils ont Ferdinand Porsche. Et ben nous, en France, on a Ettore Bugatti. En gros, pour bien comprendre ce que je vais raconter aujourd'hui sur Ettore Bugatti, sa vie et sa famille, il faut comprendre les 4 personnages principaux de la famille Bugatti. Dans un premier temps, il y a le père, Carlo Bugatti, qui est un architecte et un sculpteur milanais. Ettore a une grande sœur et un petit frère. Vu qu'elle n'a pas d'importance dans l'histoire, elle n'est pas un personnage principal, contrairement au frère d'Ettore Bugatti, Rembrandt Bugatti, qui aura l'importance notamment sur un modèle en particulier qui est mythique. Donc on a les 3 Bugatti, le père, les 2 fils, et il faut savoir qu'Ettore Bugatti a 6 enfants, dont 4 avec la même femme, et sur ces 4 enfants avec sa même femme, il a 2 fils. Et sur ces 2 fils, on va retenir Jean Bugatti, qui est, on va dire, comme son père, un génie. Pour simplifier la compréhension de la vidéo, je l'ai séparée en plusieurs parties. Dans un premier temps, on va voir l'histoire ancienne de Bugatti et survoler la vie d'Ettore Bugatti. Dans un second temps, on verra l'histoire moderne et future de Bugatti. Et enfin, on répondra à la question que tout le monde se pose, Bugatti, c'est français ou pas? D'accord, faisons comme ça. Ettore Bugatti est né en 1881 à Milan. Son père est un sculpteur, son frère le deviendra aussi. C'est donc tout naturellement qu'il intègre une école d'art et il est un peu claqué au sol quand même parce que en fait il n'a pas la fibre de son père. Donc en fait dès sa plus tendre enfance il est baigné dans la perfection de l'art même s'il n'est pas très bon. Ettore Bugatti a toujours conçu ses voitures comme des œuvres d'art. Chaque pièce doit être parfaite, quitte à refuser des innovations technologiques car il ne les jugeait pas assez belles esthétiquement. Au niveau des noms des voitures produites par Ettore Bugatti, il s'est jamais embêté. Il a toujours pris le mot type et il a rajouté un numéro derrière, ce qui fait que la première voiture c'est la type 1. La seconde c'est la type 2. Après ça reste un peu logique même s'il y a des numéros qui ont sauté. D'ailleurs, à quel âge a-t-il créé la type 1? 17 ans. Aucune vanne. Ettore Bugatti a dans un premier temps travaillé pour le baron de Dietrich, puis pour Deutz avant de se faire limoger. Avec sa prime de licenciement, il ouvre sa première usine à Molsheim. Et voilà, on a déjà fait le lien à Molsheim. La première voiture à sortir de l'usine est la Type 13. On s'en souvient encore aujourd'hui parce que son rapport poids-puissance, fiabilité et tenue de route était incroyable pour l'époque. Mais surtout, on la retient pour quelque chose de très particulier parce qu'en fait, elle a une calandre en forme de fer à cheval. Et pourquoi Ettore Bugatti a-t-il choisi la calandre en forme de fer à cheval? Tout simplement parce qu'il adorait les chevaux et pas que sous le capot. Je ne vais pas parler de tous les modèles, il y en a énormément. D'ailleurs, il y a même des vidéos, des compilations de tous les modèles. Donc si vous voulez tous les voir, il y a des vidéos, je vous mets un lien en description. Donc je vais m'arrêter sur quelques modèles qu'on va dire mythiques, intéressants à étudier. Dans un premier temps, on va parler de la Type 32. La Type 32, c'est une voiture de course qui a été spécialement conçue pour la course. Mais comme je l'ai dit précédemment, Ettore Bugatti est issu d'une famille d'artistes. C'est-à-dire que toutes ces voitures sont censées être belles. La Type 32 fait peut-être exception à la règle. Personnellement, je ne la trouve pas très belle esthétiquement. Elle a été créée spécialement pour la course, c'est pour ça qu'on peut dire qu'elle est un peu moche, même si l'esthétique n'était donc pas la priorité. Après la Type 32, on va parler de la Type 35, aka la meilleure voiture au monde selon Ettore Bugatti, c'est lui-même qui le dit, bref on reviendra dessus juste après, parce qu'il a fait une citation dessus qui est très intéressante. La Type 35, elle possède un surnom, la voiture aux plus de 2000 victoires. Entre 1924 et 1930, il y a 6 ans. 6 x 365, ça fait 2190 jours. Sachant qu'elle a plus de 2000 victoires, c'est-à-dire qu'elle a gagné quasiment tous les jours pendant 6 ans. Pardon? 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 Alors on pourrait se demander pourquoi une telle domination? En fait, tous les constructeurs à l'époque, ils se disaient si je mets un plus gros moteur, j'ai plus de puissance, donc je vais plus vite. Ettore Bugatti, lui, s'est dit créons un petit moteur fiable. Il sera peu puissant, par contre la voiture sera légère, simple à diriger et donc meilleure en course. De cette réflexion est née la Type 35 et il l'a déclinée en beaucoup de versions. Il l'a déclinée en Type 35A, 35C, 35T, 35B, 37, 37A, 39 et 39A. On va s'intéresser à la Type 35B. La Type 35B est très intéressante, elle possède un moteur de 8 cylindres en ligne. Un petit compresseur, une cylindrée de 2,3 litres, tout ça, juste pour 140 chevaux. Sauf que les 140 chevaux, ils propulsent la 35B à plus de 200 km/h. Excuse-moi, c'est violent, on est en 1930.
200 km/h, 1930. Dans ses meilleures années, la voiture gagnait jusqu'à 14 courses par semaine, ce qui en fait largement la voiture qui a gagné le plus de courses au monde, point. Ettore Bugatti a lui-même décrit sa voiture avec la citation dont je t'ai parlé tout à l'heure. La Type 35 est l'ancêtre d'une lignée de bolides racés née à Molsheim. Un véritable pur sang. Mesdames, messieurs, voici la Bugatti Type 41. La Type 41, elle a un surnom, et son surnom, c'est la Bugatti Royale. À sa sortie, c'est tout simplement la meilleure voiture au monde, point. Selon Ettore Bugatti, elle est l'aboutissement de son génie créatif. Au niveau des performances, on est sur un petit 8 cylindres en ligne de 12,8 litres de cylindrée. Cette cylindrée énorme permet d'atteindre les 300 chevaux et une vitesse maximale dépassant les 200 km/h. Évidemment, 12 litres de cylindrée, ça consomme, donc il a mis un petit réservoir de 200 litres, comme ça, tout le monde est ok. Si la Royale est si mythique, c'est qu'elle a été vendue à seulement 4 personnes. L'échec commercial est principalement dû au timing. En effet, en 1929, il y a la crise de 29 et donc les personnes qui pouvaient s'acheter ça n'allaient pas se pavaner dans un véhicule de si grand luxe alors que le monde est en crise. À sa sortie, la Bugatti Royale valait plus de 500 000 francs, ce qui ferait environ 300 000 € aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est la seule Bugatti à avoir un bouchon de radiateur personnalisé. Celui-ci présente un éléphant debout sur ses pattes arrière et il a été sculpté par Rembrandt Bugatti, le frère d'Ettore Bugatti. Ettore Bugatti et son frère étaient très proches, c'est pour ça que c'est son frère qui a dessiné le bouchon de radiateur. Rembrandt était un sculpteur spécialisé dans les animaux, il allait d'ailleurs plusieurs fois au zoo, et même il y a une anecdote qui dit qu'il allait au zoo de Paris. Il a sculpté un lion, et plus tard il a décidé de déménager à Anvers, parce que le zoo était plus grand. Et dans ce zoo plus grand, il a retrouvé le lion qu'il avait dessiné à Paris, le lion l'a reconnu, et donc du coup, ça a été beaucoup plus simple pour le redessiner ensuite. Pour sauver sa société de la faillite, Ettore Bugatti a une idée de génie. Il a pris les moteurs de Bugatti Royale et il les a mis dans un autorail. Preuve de son génie, Ettore Bugatti a construit un train avec 2 têtes. Il a également fait un aérodynamisme un petit peu travaillé, contrairement aux faces plates de l'époque. On peut dire que son autorail est un avant-goût du TGV. D'ailleurs, son autorail bat un record de vitesse en 1934 à 194 km/h. Bien des années après, lorsque la société vient à fermer, les frères Schlumpf rachètent une énorme quantité de voitures Bugatti, notamment les 2 Royales, qui avaient été construites mais pas vendues. Elles sont toujours toutes les deux exposées au Musée national de l'automobile à Mulhouse. Selon les experts, dans le cas d'une vente aux enchères, une Bugatti Royale pourrait partir pour 115 millions €. Je rappelle que la voiture la plus chère de tous les temps, c'est 130 millions €. Bon, de toute façon, il n'y en a pas à vendre. Mesdames, messieurs, voici la Bugatti Type 56 qui ne ressemble à aucune Bugatti. La Citroën Ami n'est pas précurseur dans l'idée d'un biplace électrique. Mais qu'est-ce que je parle de Citroën dans une vidéo sur Bugatti? Tout simplement parce que la Bugatti Type 51 est un véhicule électrique. Ouais, je sais ce que beaucoup de passionnés d'automobile pensent sur la technologie électrique. C'est nul! Donc on se retrouve en 1931 et Ettore Bugatti conçoit un véhicule 100% électrique. J'ai bien dit conçoit et ne vend pas, on reviendra sur ce point juste à la fin. Oui, donc en 1931, on parle d'un véhicule électrique dans le haut de gamme français. A noter qu'Ettore Bugatti est un précurseur dans cette technologie, donc on a le droit à un moteur d'un seul cheval. Il y a également 6 batteries de 6 volts pour une Vmax à plus de 30 km/h pour un poids de 350 kg. Alors on pourrait se demander, mais qu'est-ce que fait un véhicule électrique dans le haut de gamme français? En fait, la Type 56, c'était la voiture personnelle d'Ettore Bugatti pour qu'il puisse faire château, usine, usine, château. Tout à l'heure, j'ai dit conçoit. Pourtant, le véhicule n'avait pas pour but d'être vendu. Comme je l'ai dit, c'était pour faire des allers-retours entre son usine et chez lui. Donc, il n'y a eu aucune production de masse. Ce qui fait qu'on porte le nombre estimé de Bugatti Type 56 entre 6 et 10. Mesdames, messieurs, je ne pouvais pas faire une vidéo sans parler de la Bugatti Type 57 SC. Si vous suivez un petit peu l'actu automobile, vous n'avez pas pu passer à côté de la Bugatti, la voiture noire. Voiture neuve la plus chère du monde, on ne connaît pas son propriétaire, blablabla, tu connais tout. En fait, cette voiture, elle est très mystérieuse, un petit peu comme sa grande sœur. Et aujourd'hui, on va parler de sa grande sœur. Déjà, des Bugatti Type 57 SC Atlantique, il y en a que 4 dans le monde. D'ailleurs, on connaît les 4 châssis et je vais prendre mes notes parce que c'est des numéros assez compliqués. La première porte le numéro 57 674. La troisième porte le numéro 57 473 et la quatrième le numéro 57 591. Et là, j'en ai cité que 3. Pourquoi? Parce qu'il manque à l'appel la seconde. En effet, le châssis 57 453 a disparu. Ce qui rend mythique la Bugatti 57 SC Atlantique,
c'est déjà le SC. Le SC, c'est pour surbaissé compresseur. Et Atlantic, c'est un peu la livrée. Mais du coup, pourquoi cette voiture est si mythique? C'est principalement dû à sa carrosserie. En effet, Jean Bugatti, qui avait un sacré coup de crayon, avait dessiné une carrosserie en magnésium. Le problème, c'est qu'à l'époque, on ne savait pas souder le magnésium. Donc, il a tout simplement mis des rivets partout sur la voiture, ce qui lui donne un charme magnifique et la rend si mythique. La seconde Type 57 Atlantic, c'était la voiture personnelle de Jean Bugatti. Et il l'avait fait peindre en bleu. Non, il l'avait fait peindre en noir, c'est pour ça la voiture noire, c'est le surnom qu'il a donné à sa propre voiture. Mais alors du coup, où est ce véhicule? Comme je l'ai dit précisément, il a disparu. À partir de ce moment, j'ai vraiment pas trouvé de truc vraiment fiable, mais il y a une piste qui ressort et qui est privilégiée par Bugatti elle-même. Donc en 1940, quand la France est envahie par l'Allemagne, la Bugatti aurait été mise dans un convoi avec d'autres voitures direction Bordeaux. Sauf que la voiture n'est jamais arrivée à Bordeaux et c'est la dernière fois qu'on l'a vue. Et Jean, qu'a-t-il fait? Eh bien, Jean n'est toujours pas au courant de la disparition de sa voiture. En effet, Jean Bugatti nous quitte le 11 août 1939 en roulant à bord de la voiture victorieuse des 24 heures du Mans, la Bugatti Type 57C. Et étoré du coup dans tout ça. Eh bien, on va revenir en arrière en 1930. Jean Bugatti est assez grand pour prendre les rênes de la direction design de Bugatti. Il avait un très bon coup de crayon et Jean Bugatti avait hérité de la passion pour l'automobile de son père. C'est donc tout naturellement qu'en 1936, Jean Bugatti prend la tête de Bugatti. Ettore aurait pu reprendre la tête de l'entreprise mais a laissé tout à Roland Bugatti, son deuxième fils. En février 1946, Ettore Bugatti reçoit la nationalité française et décédera le 21 août 1947 à 65 ans. Au cours de sa vie, il aura déposé pas moins de 1000 brevets et fabriqué 7500 véhicules de sport et de grand luxe. Ettore Bugatti est à l'origine du plus grand palmarès sportif automobile au monde. Pour le même calcul, on estime qu'Enzo Ferrari est à l'origine de 5000 victoires. Si on fait ce calcul, pour Ettore Bugatti, c'est le double, plus de 10 000 victoires. Dans le cas d'une victoire par jour, il faut attendre 27 ans, 4 mois et 8 jours pour arriver à la fin. Dans un premier temps, Ettore Bugatti est enterré au cimetière du Père-Lachaise à Paris. Puis son corps est rapatrié à Dorlisheim, où il repose auprès de sa famille. Actuellement, il dort à 600 mètres de son usine. Je suis allé au cimetière du Père-Lachaise et j'ai rendu hommage à Ettore Bugatti en déposant des fleurs sur sa tombe. Je te laisse avec les images. Roland reprend donc la tête de la société Bugatti, mais il n'avait pas la passion et après plusieurs tentatives pour remettre la société sur roue, sans mauvais jeu de mots, il est contraint de fermer boutique et de mettre les clés sous la porte en 1957. Au revoir. Notons qu'une des tentatives pour remettre la société sur roue a été la Formule 1. Ils ont dû partir du dicton qui dit gagne le dimanche et vend le lundi. Donc on se retrouve en 1956 lors du GP de France pour la première apparition de Bugatti en Formule 1. Ils arrivent donc au circuit de Reims avec la Type 251. Et à son bord, ils n'ont pas mis n'importe qui. Maurice Rastignan est le pilote Bugatti. Lui qui avait gagné le GP de Monaco 1955. La voiture n'est pas performante du tout puisqu'elle se qualifie à la 18e position sur 20 et qu'elle termine la course en 17e position soldée par un abandon. Ce fut la première et la dernière apparition de Bugatti en Formule 1. En 1987, l'entrepreneur Romano Artioli rachète les droits du nom Bugatti. Il fait construire une usine dans la ville de Campogliano, près de Modène. Modène qui est une ville phare de l'automobile italienne. L'usine qui était toujours la propriété de Bugatti en 2022 a été revendue à un homme d'affaires qui va la transformer en musée de l'automobile. Le 15 septembre 1991, Bugatti présente son nouveau bébé, le B110. Elle porte ce nom pour célébrer les 110 ans qu'Ettore Bugatti aurait eu s'il était encore en vie. EB c'est pour Ettore Bugatti, 110 c'est pour son âge, 110 ans. Elle a été présentée le jour même de son anniversaire sous l'Arche de la Défense. Malgré des performances remarquables, 550 chevaux, 611 Nm de couple, les 126 ventes ne permettent pas de rendre Bugatti rentable. La société dépose à nouveau le bilan en 1995. Au revoir. On va passer à l'histoire moderne de Bugatti, donc on va parler de la Veyron, de la Chiron, de la Divo, de la future Mistral, etc. N'hésite pas à t'abonner et à liker la vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir, on est parti pour plusieurs vidéos. Si tu veux que je parle d'autres marques, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires et on revient tout de suite à la vidéo. On se retrouve en 1998, tout le monde a oublié Bugatti, sauf Volkswagen qui rachète les noms Bugatti. En premier lieu, ils ont redéplacé l'usine à Bolsheim et ils en ont construit une toute nouvelle. Puis ils vont commencer le travail et en 2005, Bugatti présente son nouveau bébé, la Bugatti Veyron. Voiture de série la plus performante et la plus luxueuse à sa sortie
Point. Elle est équipée d'un 16 cylindres en W pour une puissance de 1001 chevaux. L'insolence à l'état pur puisque le moteur développe plus de 1000 chevaux mais qu'il est volontairement bridé à 1001. Puis Bugatti présente toutes les déclinaisons jusqu'en 2016. Durant le salon de Genève 2016, Bugatti présente son nouveau bébé, la Bugatti Chiron. 1500 chevaux, 1600 Nm de couple, une vitesse max pour la version Super Sport 300 Plus de 490,484 km/h. Puis viendra la Bugatti Divo. C'est la même que la Chiron, sauf qu'elle peut prendre les virages. En 2019, c'est la présentation de la voiture noire, le remake. Son tarif, 11 millions d'euros hors taxe. Rien qu'avec la taxe, tu peux t'acheter une autre Bugatti. En août 2019, Bugatti présente la Bugatti 110. C'est une Chiron recarrossée pour rendre hommage à la Bugatti EB110, un hommage qui s'élève à 8 millions d'euros. Quoi? En 2022, Bugatti présente la Bugatti Mistral, un roadster, une première depuis 2015, et devine quoi? C'est encore des Chirons recarrossés. Cependant, ils ont annoncé que ce serait la dernière création avec le mythique W16. Jusqu'au 21 décembre 2022, Bugatti annonce en décembre 2022 son nouveau bébé, la Bugatti Chiron profilée. Ils se sont même pas cachés, ils ont juste changé l'aileron. Elle a été vendue aux enchères pour 9,7 millions d'euros. Et ce qui change, c'est l'aileron. Et concernant le futur de Bugatti, actuellement Bugatti c'est détenu par plusieurs fonds. Tout d'abord des fonds croates à hauteur de 55% et des fonds allemands détenus à 45%. Les fonds allemands c'est Porsche et les fonds croates c'est Rimac. Sachant que Rimac est donc majoritaire dans Bugatti, on se dirige probablement vers un véhicule hybride, associant les performances de l'électrique apportées par Rimac et les performances du thermique par Bugatti. Sachant que les modèles sont en gros présentés tous les 11 ans, le prochain modèle devrait potentiellement être présenté en 2027. Et maintenant on va se poser la question, Bugatti c'est français ou pas? Alors on reprend l'histoire du début. En 1909, un Italien fonde une société en Alsace, et à cette époque, l'Alsace elle est allemande. Sauf qu'après la Première Guerre mondiale, l'Alsace redevient française. Puis après, pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a un bref passage en Allemagne, mais enfin ça retourne en France. Actuellement, la société est détenue par des fonds allemands et croates, mais l'usine est toujours en France. Donc revenons historiquement. Historiquement, la meilleure période de Bugatti, c'est durant l'entre-deux-guerres, notamment avec la Type 35 dont on a parlé précédemment, qui est la voiture qui a gagné le plus de courses, et elle roulait en couleur bleue. Parce qu'en fait, à l'époque, vous connaissez sûrement, il y avait différentes couleurs pour chaque pays. En France, on avait le bleu. Les Anglais avaient le vert, les Allemands en blanc, les Italiens en rouge. Donc selon moi, Bugatti est une société française. Pas mal, non? C'est français. Voilà, j'espère que tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker, commenter et partager, ça fera énormément progresser la chaîne. Prochainement, on va parler des 24 heures du Mans. Allez, ciao!